dans la peau. Je m'appelle Sébastien Schwartz, j'ai 47 ans, je suis maître caviste œnologue au domaine des Bossons à Satigny-Genève. Maître caviste, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, maître caviste, c'est avant tout, disons, l'accomplissement d'une formation professionnelle supérieure. Ça dure longtemps ? Ça dure, c'est un cursus qui dure... C'est une bonne question maintenant. C'est une formation qui est modulaire, donc qui peut s'étaler jusqu'à 6 ans. Ouais. C'est des gens qui sont déjà du métier ou des jeunes pourraient embrasser cette carrière comme ça ? Alors n'importe qui peut évidemment embrasser cette carrière en tout temps. Maintenant, il y a des prérequis nécessaires pour aboutir à un diplôme de maîtrise fédérale. Ça requiert donc un CFC, qui est la formation de base, la formation initiale, comme on l'appelle, puis une première partie de formation supérieure qui est simplement un brevet fédéral. Donc ça, ce sont les prérequis pour accéder à la maîtrise fédérale. Des jeunes qui s'intéressent par exemple à cette profession, elles doivent trouver un apprentissage, j'imagine, dans un domaine comme le domaine des Bossons ou un autre ? Par exemple, oui, tout à fait. Toute personne qui s'intéresserait à ce métier peut passer par l'apprentissage. Il y a d'autres voies. Évidemment, il y a plusieurs filières de formation qui sont proposées, notamment à l'école de Changin, et qui ne nécessitent pas forcément un apprentissage d'une durée de 3 ans. Ouais. Mais on doit évidemment justifier de plusieurs prérequis, comme une année de pratique, par exemple. Est-ce que dans ce métier, il manque des apprentis, comme certains se plaignent ? Oui, absolument. C'est un métier dans lequel il manque des apprentis. La relève est malheureusement pas forcément assurée, notamment pour les reprises d'exploitation, spécialement dans certaines régions. Alors, il y a tout un travail maintenant qui est fait pour promouvoir cette filière, qui est un métier qui est très riche, qui est très intéressant, mais qui n'est peut-être plus tellement à la mode. C'est vrai que lorsqu'on déguste une bouteille de vin, eh bien, c'est passionnant, ça fait rêver, mais parfois on oublie un petit peu, ou on ne sait pas que c'est un métier, que c'est plusieurs métiers souvent, pour aboutir à la dégustation d'une bouteille. Donc voilà. Le maître caviste, c'est pas forcément le vigneron. Alors le maître caviste est effectivement pas forcément le vigneron, c'est le spécialiste de la cave, donc dans la partie vinification d'un domaine. Ouais. Parce que j'imagine là aussi, chez les vignerons, trouver du monde pour faire ce métier, réputation d'un métier difficile, c'est vrai ? Voilà, difficile, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un métier, je dirais, qui est pénible. C'est pire. Pénible, non, mais ça dépend. Pénible dans quel sens ? Alors, ça peut être très agréable. Je vous rassure. Il faut aimer les vignes déjà. Il faut aimer ça. C'est un métier de passion. Et comme tous les métiers de passion, ça demande certaines fois quelques sacrifices, notamment ce qui peut paraître un peu difficile, mais on s'habitue à tout, c'est de devoir sortir par tous les temps, qu'il fasse de la pluie, du vent, de la neige. Mais heureusement, il fait quand même quelquefois beau. Et puis ça, c'est très agréable de travailler sous le soleil, dans la nature. Bah oui, on a tous en tête la vue des vignes, soit au printemps ou en automne avec les couleurs. Voilà, c'est ça. La période un peu magique aussi des vendanges. Absolument. La période des vendanges a cet avantage que l'on peut s'évader complètement. S'il fait beau. S'il fait beau. Parce que s'il pleut, c'est notre musique. Absolument. Absolument. Pour les vendanges, vous aussi, vous avez un peu de difficulté à trouver des volontaires Alors, étonnamment, non. Paradoxalement, parce que c'est un métier aussi qui fait venir du personnel d'autres pays, d'autres régions. Et puis ces gens-là, souvent, commencent à un endroit, dans des régions un peu plus chaudes, et puis finissent par des régions un peu plus tardives, un peu plus loin. Alors ils font comme ça. Vous voulez dire Espagne, France, Suisse, par exemple, Allemagne ? Oui, c'est ça. Ça peut être dans ce schéma-là. C'est toujours les mêmes ? C'est des pros. Souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Puis quand il y en a un qui n'est plus là, c'est des fois la même équipe qui se charge de trouver un copain ou son remplaçant. Absolument. Comment vous faites pour les loger ? Ils sont nombreux ? Alors ils sont nombreux, ils sont nombreux. C'est une équipe de 10-12 personnes en général. Et puis on a des logements qui sont dédiés à cet effet. Des logements saisonniers, tout à fait. C'est un truc que vous avez peut-être en coopérative avec les autres domaines ? Alors pas, mais l'idée est bonne. Pourquoi pas ? D'ailleurs, rappelez-moi, votre domaine, il est où ?
Alors, notre domaine, il se trouve à Pessy. Pessy, c'est un petit hameau au-dessus de Satigny, sur la commune de Satigny. Avec une magnifique vue. Avec une très belle vue, effectivement. Ouais, un petit hameau qui a été préservé un petit peu des nouvelles constructions, donc c'est très bucolique, très joli. Et puis, il y a 6 caves à Pessy, donc c'est vraiment une concentration de vignerons dans ce hameau qui est très agréable. D'ailleurs, avant, vous travailliez dans une autre cave que celle du domaine des Bossons. Oui, alors j'ai travaillé dans plusieurs autres caves, puisque j'ai roulé un petit peu ma bosse en 31 ans de carrière. Donc j'ai pu un petit peu découvrir les régions viticoles romandes, en l'occurrence. Et puis c'est vrai que j'ai déjà œuvré dans une autre cave à Pessy, ouais, tout à fait. Comment vous vous êtes retrouvé au domaine des Bossons ? Alors un peu par passion, un peu par amour aussi, puisque c'est dans ce domaine que j'ai rencontré ma dulcinée, Laure Lévra, qui s'occupe elle de la gestion administrative du domaine et qui donne un bon coup de main, un solide coup de main à la cave aussi. Et c'est ça, en fait j'ai joint l'utile à l'agréable, donc je suis quelqu'un d'heureux. Son père est un ancien politicien qui a pris sa retraite il y a quelques années. C'est assez récent, sa retraite. Voilà, il a pris sa retraite l'année passée, c'est tout récent. Ouais. Et puis effectivement, il a une carrière politique très intéressante puisqu'il est un des rares à avoir été 2 fois président du Grand Conseil genevois. Ouais. Donc on a un très bon défenseur du milieu viticole, j'imagine. Il doit être efficace. Il a été très efficace, notamment également aussi dans l'interprofession des vins genevois. Donc il a le pragmatisme d'un homme de la terre. Et le bon sens. Le bon sens, exactement. Et en même temps, un diplôme de l'EPFZ qui lui a permis d'avoir une vision très large de la viticulture. Et puis, il a rendu service en beaucoup de points, disons, à la profession. Comment va le vin genevois ? À consommer avec modération, puisqu'on doit le dire. Voilà. Alors, le vin genevois se porte très bien. Il a fait une très forte progression en 40 ans, maintenant, j'ai envie de dire. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que la qualité a augmenté, la diversité a augmenté. On a maintenant la relève de ces exploitations viticoles qui est en plein boom, en plein essor. Alors, les vins genevois se distinguent dans des concours nationaux, dans des concours internationaux aussi. Non, c'est très positif, disons. Comment décrivez-vous l'approche du domaine des Bossons en matière de production viticole, justement ? Parce que là, on va s'orienter un peu plus dans votre domaine. Comment il évolue, pour faire simple ? Alors, il évolue au gré des différents courants. Comme tous les domaines viticoles, on doit s'adapter. On doit s'adapter notamment au développement durable. On doit s'adapter à l'attente des consommateurs. Alors, question durabilité, c'est très contraignant ? Alors, c'est contraignant, mais en même temps, on y croit. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire maintenant. On est obligé un petit peu de suivre les mouvements. C'est contraignant, mais on est accompagné, évidemment, pour faire tout ça. C'est en matière d'énergie, de consommation, Alors, notamment, la grande question maintenant, elle est au niveau surtout des produits de traitement, les fameux traitements phytosanitaires. Voilà. Ouais. Également, tout ce qui est désherbage. Maintenant, on n'utilise pratiquement plus de produits chimiques pour désherber nos vignes. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner, ouais, tout à fait. Est-ce que, en termes de rentabilité, de productivité, pas de baisse malgré ces adaptations ? Alors ça dépend un petit peu. C'est sûr qu'on a des rendements qui peuvent se voir parfois diminuer. Mais en tous les cas, non. Maintenant, on travaille intelligemment. On a acquis l'expérience pour le faire. Et puis, on arrive encore à rentrer dans nos frais. Mais ça coûte quand même un petit peu plus cher, c'est vrai. Ouais, donc ça se ressent au prix de la bouteille, quoi. Alors, en principe, ça se ressent. Un petit peu. Tout à fait. Justement, quelles sont les particularités des vins produits chez vous ? Alors, la particularité de nos vins, c'est évidemment ce sont des vins de terroir, puisque toutes nos vignes sont plus ou moins à proximité de la cave, sur cette colline, sur cette moraine de Pessy. Et on retrouve le style de ces vins d'année en année. Donc, et puis sinon, la particularité, c'est la diversité, puisqu'on peut proposer des vins qui vont de l'apéritif jusqu'au vin de dessert et au vin mousseux. D'après mes renseignements, vous avez 20 cépages, des plus précoces aux plus tardifs. Voilà, c'est à peu près ça, ouais. Comment on gère tout ça ? Il faut de la place. Alors, il faut de la place, il faut du temps. Évidemment, il faut des idées, il faut un petit peu de chance avec la météo aussi.
Alors ça donne un côté sympa parce que ça fait durer les vendanges un petit peu plus longtemps. On commence un peu plus tôt, notamment pour les vins mousseux, et puis on finit tard avec ces cépages tardifs, justement comme le Cabernet Sauvignon par exemple. Les plus tardifs seront un peu plus sucrés ou c'est quoi la différence? Non, alors pas forcément. Ils mettront plus de temps justement à acquérir les sucres nécessaires au bon équilibre du vin futur. Simplement, comment est-ce qu'on pourrait dire? Il y a des cépages un peu plus lents que les autres qui ont besoin de plus de soleil un peu plus longtemps parce qu'ils ont un déroulement végétatif plus tardif qui démarre aussi un petit peu plus tard. Le facteur environnemental dans les récoltes, vous le ressentez avec ce changement climatique qui s'opère en ce moment? Oui. Le facteur environnemental a une importance extrême, surtout dans des régions comme la nôtre, où le climat peut varier d'une année à l'autre. On est vraiment sur on peut avoir des extrêmes. Si vous prenez les climats caniculaires comme 2003, 2022, 2023... Il paraît que ça fait des bonnes récoltes quand même. Alors ça fait des bonnes récoltes, mais ce n'est pas toujours une idée absolue. Parce que... C'est un peu un cliché. Il y a eu un été très chaud. Forcément, ça va faire des vins de garde peut-être plus... Alors, c'est pas le seul paramètre qui va définir la qualité du vin. C'est clair que les étés très chauds vont accroître la maturation, mais va aussi peut-être mettre la vigne certaines fois en position de stress, qu'on appelle le stress hydrique, s'il y a un manque d'eau par exemple. Et là, la vigne a tendance plutôt à se bloquer et à arrêter son processus de maturation pour qu'elle puisse survivre. C'est un réflexe de survie. Ouais, de défense. Voilà. Donc, pour faire bien, il faudrait de l'eau quand la vigne en a besoin, du soleil quand la vigne en a besoin, plutôt en fin de saison. Ouais. Mais les millésimes comme ça, où tout est parfait, c'est pas toujours toutes les années. Mais c'est ce qui crée aussi la diversité d'un millésime à l'autre. C'est quoi qui fait un bon vin? C'est le cépage, le temps, le vigneron, l'humeur? C'est un peu un ensemble de tous ces facteurs. C'est clair qu'avec un mauvais raisin, on ne peut pas faire du bon vin. Donc il faut forcément à la base un bon raisin. Et puis maintenant, un bon raisin, qu'est-ce que c'est? Forcément, oui, on a parlé des questions de maturité. Ça peut être le rendement en mètre carré. Il ne faut pas qu'il soit trop fort, sinon le vin est dilué. Puis après, c'est une affaire de goût aussi. Le bon vin, pour moi, ce n'est pas forcément le même que pour vous. Ouais. En termes sanitaires, est-ce qu'il peut y avoir des dangers? Je sais que le vin est contrôlé, il est vérifié. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, comment? Ouais. Alors, il y a heureusement très peu de dangers. J'ai jamais entendu en 31 ans de carrière qu'il y avait... À part un mal de crâne. Mais ça, c'est plutôt lié à la quantité consommée. D'accord. Bon. Non, il y a une polémique un peu qui court, notamment qui vise ces fameux sulfites qu'on ajoute, mais qui, il faut le rappeler, sont utilisés dans des doses très faibles. Mais pourquoi on les utilise, ces sulfites? Alors, moi, je ne les supporte pas, par exemple. Oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'on en trouve partout, dans toutes les préparations alimentaires. Le corps humain en fabrique lui-même des sulfites parce qu'on en a besoin pour l'organisme. Mais on peut aussi en ajouter, ça c'est le rôle du vinificateur. Et puis, ces sulfites ont beaucoup de propriétés qui sont réunies en un seul produit, qui n'ont pas encore été... on n'a pas encore trouvé d'autres substances. On n'a pas trouvé mieux, en fait. On n'a pas trouvé mieux. Mais il sert à quoi? Stabiliser le vin? Oui, il sert à stabiliser le vin. Alors, il y a plusieurs aspects. Il sert d'abord à lutter contre certaines enzymes qui seraient négatives pour le vin, des enzymes qui mènent à une oxydation du vin. Donc, il a un rôle d'inhibition de ces enzymes et également de limitation de l'oxydation, parce qu'un vin qui est oxydé, il n'est pas bon. Ensuite de ça, il a un rôle stabilisant au niveau des micro-organismes. Ok. Notamment des bactéries. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Donc c'est plutôt bien pour nous, c'est une forme de désinfectant. Donc au niveau sécurité, puisque c'était le début de la question... Oui. Donc... Au niveau sécurité, après, il y a notamment on parle souvent des amines biogènes, l'histamine et tout ça. C'est des composés qui peuvent être produits pendant la vinification. Donc le contrôle se fait
après la vinification ou avant, en fait? Alors après, une fois que le process est terminé, on peut quantifier. Enfin, c'est des analyses chimiques. Voilà, donc chaque bouteille qu'on boit ici, qui sont produites ici ou partout dans le monde, j'imagine, il y a un contrôle quand même qui se fait. Alors, il y a des contrôles aléatoires qui sont menés par notamment les services des chimistes cantonaux et qui effectivement surveillent et contrôlent qu'il n'y ait pas de dépassement de ces doses, enfin de certaines substances qui pourraient être dangereuses. Mais encore une fois, j'ai jamais entendu, heureusement, de problèmes liés à ça, quoi. On va revenir dans un thème plus festif. Comment on choisit une bonne bouteille? Alors, difficile comme question, j'imagine, parce que ça dépend des goûts de chacun. C'est ça. Alors, c'est ce que j'allais dire. On va plutôt la choisir en fonction de la personne qui va nous accompagner pour boire cette bouteille. Et ça, c'est peut-être la première chose. Et puis en fonction de l'utilité, enfin de ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va la consommer pour accompagner un repas, par exemple? Alors là, il y a toute la question de l'accord qui va être très important avec le mets qui va être cuisiné. Et puis ça peut être aussi en fonction du millésime. Est-ce qu'on a envie de rendre hommage, par exemple, à quelqu'un en lui offrant ou en partageant avec lui une bouteille de son année de naissance, qui peut être assez original. Moi, ça va commencer à coûter cher. Oui, alors c'est effectivement, plus l'âge avance, plus ça coûte cher. C'est plus facile pour un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans que 60, absolument. 70 ou tout à fait. Plus haut. Oui, et puis il faut encore les trouver, les bouteilles de stage. Oui, c'est pas facile. Mais voilà, c'est tous ces facteurs-là on peut aussi essayer de surprendre en fonction de la provenance du vin et du cépage. Est-ce qu'il y a, ici à Genève, on va rester local d'ailleurs, votre clientèle, elle est surtout régionale ou vous avez déjà une clientèle internationale? Alors elle est surtout régionale, locale et régionale. Est-ce qu'il y a une tendance actuelle, une mode pour un certain type de vin? Oui, il y a des modes qui passent, qui reviennent. Je dirais que la mode actuelle, on a un retour, par exemple, au monocépage, alors qu'il y a eu une mode pendant plusieurs années sur les assemblages. Tout le monde voulait des assemblages. Assemblages, c'est plusieurs cépages mélangés. C'est ça, oui, absolument. Il y en a un qui est très connu, que vous pouvez me citer peut-être, d'assemblage? De vin de Genève? Ouais. Alors je pense à l'Esprit de Genève. Ah oui. Voilà, c'est un vin qui est produit par plusieurs vignerons, mais du canton. Du canton, absolument. Et seulement du canton, et qui répond à une charte qui est très détaillée, que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis effectivement, ça, c'est un vin d'assemblage. Ouais. Et chez vous, c'est lequel où vous sentez qu'il est, je sais pas, un petit peu le chouchou des consommateurs, consommatrices? Alors nous, on a évidemment le Vieux Clocher. Le Vieux Clocher, c'est une marque, c'est l'emblème de notre cave. Il s'agit d'un pinot noir, dont on vient de fêter d'ailleurs les 50 ans de la marque, puisque c'est devenu une marque. C'est un pinot noir qui est toujours excellent, qui est très typé, très fruité, très rond comme ça. Et puis le nom, le Vieux Clocher, rend hommage à un clocher qui se trouve dans le village de Pessy, dont il subsiste vraiment plus que la cloche et la façade. C'est son étiquette. C'est son étiquette. C'est pas le papa de votre épouse qui l'a dessiné, cette étiquette, non? Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est ça. Ça date, il l'a dessiné quand, ce logo? Alors, il y a une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. Ouais, ça ne rajeunit pas. Non. J'ai vu que vous aviez aussi des bouteilles avec le motif de l'escalade. Oui. C'est du coup marketing, ça. C'est du coup marketing, mais c'est surtout qu'on aime bien l'escalade. Il y a une certaine fierté. Oui. Alors, on a envie de la partager. Moi, j'aime surtout la fête, les enfants, l'ambiance, la soupe. Mais oui, absolument, la course, la fameuse course. Alors, tout est réuni pour passer un bon moment accompagné de cette cuvée de l'escalade. Comment vous êtes distribué, en fait? Alors, on s'occupe nous-mêmes de notre distribution, tant vers la clientèle particulière que beaucoup la restauration. On a aussi quelques collègues distributeurs, des revendeurs qui revendent nos vins, principalement dans la restauration aussi. Et puis, on est distribué dans les magasins Nicolas, qui sont les petites enseignes très, très bien gérées, où chaque caviste qui travaille dedans connaît tous les vins qu'ils proposent et qui sont de très bons conseils. Vous êtes aussi au Palais de Justice? On n'est pas au cave du Palais de Justice. Ni au Palais de Justice. Ça vous embête? De ne pas être au Palais de Justice, ça ne m'embête pas. Non. De ne pas être au cave du Palais de Justice, pourquoi pas? Ah non. Oui, je n'avais pas capté tout de suite la nuance. Non, alors. Mais si, on connaît un petit peu c'est vrai qu'on n'y est pas, on pourrait aller leur proposer, pourquoi pas, s'ils ont un intérêt à vendre nos produits.
Il y a une question qu'on se pose souvent, qui est assez populaire, c'est comment on fait du rosé? Alors, c'est une large question. Évidemment, je ne veux pas vous dire qu'on mélange du blanc et du rouge, puisque c'est complètement... je le ferai moi-même. C'est complètement interdit, voilà. Et puis, ça ne donnerait pas le même résultat. J'ai jamais essayé, mais en fait... C'est pas intéressant. Ça ne doit pas être top, non. Non, parce qu'on... Enfin bref, c'est pas ça la définition d'un Alors, d'où vient le rosé? Alors, le rosé, c'est assez simple. D'abord, il faut savoir qu'il peut être fait, comme je l'ai dit avant, seulement avec un raisin rouge. Évidemment, pour que la couleur soit diffusée dans le futur vin. C'est la peau, en fait, qui donne la couleur. Absolument. Ouais. C'est la pellicule. Voilà, la pellicule, excusez-moi. non, mais enfin... Et il y a deux méthodes, disons, principales. Il y en a peut-être d'autres, mais les plus courantes, les plus usuelles. La première étant de presser ce raisin comme si c'était un raisin blanc, c'est-à-dire sans phase de macération. On appelle ça un pressurage direct. Ça consiste à mettre les raisins dans le pressoir après qu'ils aient été vendangés, à le presser simplement. Et là, on verra que... il y aura quand même une légère couleur rosée, puisque le raisin aura passé quand même quelques heures dans le pressoir et aura quand même infusé, tiré un petit peu de couleur comme ça. Ça, c'est la première des méthodes qui amènent à avoir un vin, disons, fruité, sur la fraîcheur, le fruit, le rosé d'été, d'apéritif par excellence. Et puis la deuxième méthode, c'est une légère macération qui va durer allez, quelques heures, une demi-journée, peut-être une journée complète. Et le presser une fois cette phase de petite macération effectuée. Et là, on aura un rosé qui aura tiré un petit peu plus de couleurs, qui sera plus un rosé de repas, je dirais. D'accord. Les rosés, comment ça se fait qu'il y en a qui sont si sucrés et d'autres plus acides, plus équilibrés? Parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression que c'est un dessert. Enfin, oui, alors après... Sans trop de sucre. C'est une question de goût? C'est le public C'est une question de goût. C'est vrai que le sucre dans le vin, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, personnellement. Mais ça peut, disons, plaire à une clientèle un peu plus novice, un peu plus large de consommateurs. S'en servent pour faire des piscines. Ben, c'est ça. Ce qui est un peu le fait des vins rosés. Ça vous fend pas le cœur, quand même, de mélanger ce produit avec des glaçons? Avec des glaçons, absolument. Ouais. De mettre de l'eau dans son vin. J'ai pas l'habitude de mettre beaucoup d'eau dans mon vin, donc effectivement, ça me fend un peu le cœur. Ouais. Mais il en faut pour tous les goûts. Ça m'est déjà arrivé de boire ça, et puis voilà, je crois que c'est... Si on est amateur de vin et puis qu'on veut améliorer ses connaissances. Alors, il y a des possibilités qui existent, qui sont accessibles à tous. Notamment, je pense à une chose, ce sont les cours de l'OPAGE. L'OPAGE, c'est l'Office de promotion des produits agricoles genevois, qui, eux, dispensent quelques cours un peu ciblés ou des cours d'initiation à la dégustation et autres, qui sont très bien faits, pas trop chers. Et voilà, il suffit de s'inscrire sur le site Internet. Ouais. Et vous créez des événements dans votre domaine? On crée des événements, c'est-à-dire qu'on loue nos locaux pour des mariages, par exemple. On possède une tente comme un chapiteau de cirque. Ouais. Alors seulement la belle saison, évidemment, l'hiver on ne peut pas l'utiliser. Ouais. Mais c'est une capacité de combien de personnes? Environ 120 à 130 personnes pour un repas assis. Donc il y a des belles tables rondes. Là, il y a des traiteurs qui s'en chargent. Et là, il y a des traiteurs qui viennent faire à manger. Ouais. Nous, c'est pas notre métier. Mais voilà, on a beaucoup de succès là pour les mariages, les réceptions, quelques journées d'entreprise et autres. Est-ce qu'on peut faire des dégustations chez vous? Est-ce qu'on peut commander vos productions? Oui, alors bien sûr, on est là pour ça. On reçoit, alors on est ouvert tous les samedis matins et de 9h à midi. Et puis on peut recevoir sur rendez-vous des petits groupes. Hiver comme été. Hiver comme été, oui. Alors là, on peut recevoir des petits groupes entre 8, je dirais, ou moins, mais enfin entre 8 et 25 personnes pour des dégustations un peu plus intimistes comme ça. Et puis évidemment, on a un service de livraison. Vous pouvez aussi acheter le vin sur place, etc. Il n'y a aucun problème. Sur place, sur Internet, si on connaît déjà? Oui, on a un magasin qui fonctionne très bien sur Internet. Ouais. Ça marche bien dans cette période, les cadeaux d'entreprise, des choses comme ça? Oui. Ouais, là, on n'arrête pas. On propose des coffrets, des duo-packs, des magnums. Enfin, tout est possible. Ouais, ça marche bien pour l'instant. Une question personnelle. Votre premier verre de vin, vous aviez quel âge? Alors... si vous en rappelez. J'essaie de me souvenir. Je pense que le premier, autour des 12 ans. Ouais. Peut-être il y en a eu avant par accident. C'est votre père, c'est votre père qui vous a initié ou c'est un pote, quoi? C'était quoi le contexte?
Alors, c'est vrai que nos parents nous ont toujours un petit peu encouragés à déguster, alors, hein, à tremper le doigt, etc., pour nous rendre compte. Et puis après, je dirais que c'était peut-être mon frère avec un de ses potes, plutôt, mon frère aîné. Les frangins. Oui, oui. Mais je ne regrette pas. Dans le domaine des boissons, votre chouchou, la bouteille que vous aimez bien particulièrement? Alors notre Sauvignon gris, qui est un vin très fin, un vin blanc très fin, très aromatique, qui est idéal avec les huîtres, avec les entrées, même à l'apéritif. Enfin, voilà, avec des notes citronnées, des notes de litchi comme ça, de cassis. Pourquoi gris? Alors, il s'appelle gris. Alors, c'est un peu bizarre comme ça a été fait. C'est un vin blanc qui s'appelle gris et qui est élaboré avec des raisins roses. Donc, allez trouver un sens là-dedans. Ah, des raisins roses? Oui. Alors, il a cette particularité. Donc, pour vous faire simple... Ça vient de quel cépage, un raisin rose? Alors, justement, c'est une mutation du Sauvignon blanc. Ah, vous savez, dans la nature, il y a des choses parfois un peu bizarres qui se passent. Même sur le même cep, il peut y avoir une grappe d'une couleur, une grappe d'une autre, et encore une troisième couleur. Oui, j'ai vu. Et ça, c'est très joli d'abord à regarder. Puis ça, c'est des mutations génétiques, mais spontanées, naturelles, hein, qui se font. Et puis certaines fois, elles ont un intérêt œnologique, hein. Donc une fois est arrivé que ce Sauvignon blanc a commencé un cep ou l'autre à faire des raisins roses. Alors on a isolé ces raisins, on a peut-être planté les pépins, ou enfin par d'autres procédés, pour vraiment isoler, extraire et reproduire ce nouveau cépage qui est issu naturellement d'un autre. Et il s'est avéré que ça a donné un vin très intéressant, avec à peu près les mêmes caractéristiques, un peu plus précoces au niveau maturité, et avec des arômes un peu plus ronds comme ça, mais tout aussi élégants que le Sauvignon blanc. Donc voilà comment est né ce Sauvignon gris. Et il a ces raisins roses comme le Pinot gris, comme le Gewürztraminer, peut-être si vous vous promenez dans le vignoble. Ouais. Je viendrai voir. Mais oui, avec plaisir. C'était très agréable comme entretien, passionnant. Merci. Je pense qu'on se reverra peut-être pour parler de votre parcours personnel, comment vous êtes arrivé dans ce métier. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Les vendanges sont faites. Le vin est déjà tiré? Non. Voilà, non pas encore, il sera tiré quand? Là, il est bien au chaud pour l'instant. Okay. Dans la cave, il va passer l'hiver et puis il sera tiré ce printemps. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci. Dans la peau.